Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre émission Mining Leaders. Dans ce nouvel épisode, nous allons la consacrer principalement à la métallurgie. Et bien évidemment, pour parler de métallurgie, il faut avoir un métallurgiste. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir un spécialiste, on va dire, hein, de la métallurgie, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. Bonjour Afed, Bonjour Youssef. bienvenue, ça va? Oui, ça va super bien, merci. Alors, Toujours un plaisir de te voir. aujourd'hui, donc, c'est sur toi que va reposer la grande responsabilité de faire découvrir à notre public qu'est-ce que c'est que ton domaine, ton métier, ce qui te donne toujours, tous les matins, la force d'aller travailler. C'est bien ça? Oui, exactement. Puis c'est ça, on va essayer de vulgariser un peu le concept, Oui, s'éloignant un peu des termes techniques. oui, Donc c'est ça. parfait, parfait. Tu sais, Afed, pour commencer, là, je te demanderai, comme j'ai l'habitude de le faire avec les différents invités, de te présenter à notre public hein, qui nous regarde et qui nous écoute. Les gens qui te connaissent pas, si tu peux te présenter rapidement. Moi, c'est Afed TBI, donc je suis un ingénieur de formation. J'ai fait mon ingénierie cycle ingénieur en Tunisie. Puis après ça, j'ai quitté la Tunisie pour venir ici à Québec, là où j'ai fait une maîtrise en traitement de minerais à Mhm. l'université Laval. Donc c'est là que j'ai découvert le domaine de la métallurgie. Puis, après ça, j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur métallurgiste, à Nyrstar Langlois. OK. Puis après ça, j'étais allé, découvrir le Nyrstar Langlois plus en cuivre et zinc. Après ça, j'étais allé, découvrir un peu comment on traite de l'or. Puis Mhm. depuis ce temps-là, je suis tombé, en amour avec, ce métal-là. OK. Donc, Là, tu es tombé en amour avec l'or ou avec le métier? au début, une très belle question. Ben, je veux dire le métier, je l'ai, aussitôt que je me suis lancé dans les études, c'était une découverte pour moi. Puis j'ai tombé en amour avec, là, disons, mais je parle avec juste la spécialisation en traitement de l'or. Ouais, c'est ça. Donc, depuis que j'ai commencé, j'ai jamais changé De le commodité, là, exact. tu t'es spécialisé dans l'or, principalement. Exactement, exactement. Et en fait, de comment ça s'est fait justement le choix d'aller en métallurgie? Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou c'est le hasard qui t'a amené en métallurgie? Je te dirais, c'est un mix des 2. OK, Moi, c'est dans la famille, j'ai un frère, géologue, OK. donc je voyais la roche déjà dans notre maison depuis que j'étais petit. Mhm. Puis on a une mine, dans la ville où j'habite. OK, Donc heu, OK. donc je te dis que je voyais le monde voyager, mais j'avais aucune intention d'aller travailler dans une mine. Mais après ça, c'est venu avec le hasard là d'aller me spécialiser dans ce domaine-là. Je dirais que, ma première découverte, c'était plus, mon frère là qui me l'a fait. D'accord, Donc OK. Wow. Ben, une famille de professionnels miniers, on va dire ça comme ça. Et merci beaucoup à Fed hein, de t'être ouvert à notre public pour que les gens comprennent qu'est-ce que tu fais comme métier. Et là, pour parler de métallurgie, est-ce que tu peux nous dire ça veut dire quoi être un métallurgiste exactement? Qu'est-ce que fait un métallurgiste? très belle question. Je dirais, je vais juste commencer par, parce que j'ai déjà eu, comme un genre de Mac dans mon bureau, ma femme me l'a designé. Je suis un Ah, métallurgiste, mais pas un magicien. Puis ça, si je le dis, là, disons tout le temps, parce que le monde pense toujours que on fait, extraire comme, avec de la magie, oui. les métaux, mais c'est pas la vérité. OK. C'est, c'est plus compliqué que ça. Et là, tu vas nous dire comment ça marche. Parce que je peux te dire que la plupart de la planète Terre, les gens, ils pensent que ça se fait comme par magie aussi, hein. Ouais, c'est ça, exact. Et même certaines personnes qui sont dans le domaine minier, qui ignorent totalement qu'est-ce qui se passe à l'usine et comment est-ce qu'on passe de la roche au lingot d'or et tout le process qui est entre ces deux étapes-là. Oui, exact, exact. Je pense, parce que, tu sais, il y a une partie que on extrait de l'or, là, disons, comme avec l'orpaillage, donc c'est un processus un peu plus simple. Mais lorsqu'on parle des teneurs qui sont plus faibles à l'ordre du gramme à la tonne, c'est là que c'est plus compliqué, puis c'est là qu'on a besoin des usines pour aller extraire de l'or. Donc, ben, je vais commencer au début, tu sais, il y a la mine.
Mhm, que ce soit sous terre ou que ce soit à ciel ouvert. Il y a de la roche qui sort, des grosses roches qui contiennent de l'or. mhm. Mais on parle ici de l'or à l'ordre de, si je travaillais dans des mines de 1 gramme à la tonne jusqu'à 7 grammes à la tonne, mais ça reste pareil, des faibles teneurs. Là, disons, lorsque tu essaies d'imaginer ça, c'est quand même une tonne qui contient 1 gramme. Un gramme, ouais. C'est comment qu'on va l'extraire. Donc, ça commence par des grosses roches le but, là, disons, juste pour faciliter le concept, le but que tu passes par, d'une grosse roche Mhm, à une petite roche, d'une grosse roche à l'ordre des centimètres à mhm. une petite roche à l'ordre du micron. Donc, OK. c'est tout ça, tout le processus là. Wow. Donc, ça commence par l'étape du concassage. Donc, la roche se fait concasser avec des équipements. Mhm. Donc, la roche se réduit au fur et à mesure qu'elle rentre à l'usine. Donc, on passe par le concassage pour finalement la réduire autour de millimètres. OK. En ce moment-là, ça passe au broyage. Donc, c'est là Mhm. qu'on a des grosses machines avec des boulets pour aller réduire la taille de la roche Mhm. à l'ordre du micron. Puis après ça, c'est pour avoir la granulométrie qu'on a besoin, il y a ce qu'on appelle des classificateurs. Donc, D'accord. des classificateurs, il y en a des cyclones, des hydrocyclones qu'on a dans la plupart des usines que j'ai travaillées. C'est là qu'on a la classification pour avoir la bonne grosseur, l'adhésion de roche. Mhm. Puis, pourquoi la bonne grosseur de roche? Parce que tu veux que ce soit si tu as la flottation ou que tu as la cyanuration, Mhm. tu veux aller chercher, libérer le métal ou exposer le surface du métal. Dans notre cas, OK. oui, vas-y. Non, 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 c'est ça. Donc, ou c'est soit aller chercher le minéral ou juste la surface du minéral. Le surface du minéral, exact. OK. Aller chercher le minéral parce que la flotation, tu en as besoin de libérer le minéral en tant que tel. D'accord, oui. Donc là, pour pouvoir le flotter plus facilement. Hmm. Mais pour l'or, juste exposer sa surface, c'est assez parce que le cyanure va faire l'affaire. D'accord, OK. Mais là, c'est beaucoup plus détaillé, euh, parce que déjà là, tu nous expliques vraiment pourquoi c'est important d'aller chercher la surface de l'or, alors qu'à la base, nous, on pense que tu prends ta poudre de roche que tu fais avec le broyage, concassage, puis tu mets des solutions chimiques, et puis à la fin, bah, tu as un lingot d'or, quoi. Ouais, c'est ça, exact. Mais il n'y a pas de magie, là, disons, on va aller là, on va aller en détail. Mais ça sera plus, comme j'ai dit, là, juste pour faciliter le concept, c'est à tout le monde. Hmm, Donc c'est là, on a une surface exposée de l'or, puis là, on rajoute du cyanure. hmm. Cyanure, comme tout le monde le sait, là, on utilise, c'est très dangereux, là, comme produit. Ouais, Donc, on utilise le cyanure avec de l'oxygène, avec de la chaux, juste comme pour que tu dégages pas du cyanure d'hydrogène, là, genre OK. du gaz Du qui va gaz. être mortel. Mhm, Donc, tu rajoutes un peu de la chaux pour maintenir un pH basique. C'est là que tu vas aller chercher ton or. Le but, c'est que l'or physique, mhm. il soit liquide. C'est ça ton but au début, OK, là, disons. OK. Donc, c'est de l'or liquide. Après ça, tu mets du charbon. Ton surface, l'or, là, disons, qui est liquide, qui est oxydé, il va être absorbé sur la surface du charbon. OK. Puis après ça, on va tirer le charbon. Lorsqu'on parle de charbon, là, c'est le charbon qu'on connaît, Le mais charbon des graines. actif, le charbon Ouais, c'est ça, actif, là. c'est des charbons, des graines de charbon OK, qu'on va aller les sortir. Puis après ça, on va aller ce qu'on appelle le désorber, le mettre en solution encore. OK. Puis après ça, on va aller vers un procédé plus, euh, c'est juste, on l'appelle réduire l'or, là, mais c'est plus transformer l'or en Hmm. solide. OK, d'accord. Et c'est là qu'on fait les lingots. Puis c'est ça, Mais toi bon, c'est t'attends, tout technique. toi t'attends vraiment de faire le lingot. Mais c'est ça, c'est la finalité et ce qui intéresse, que ça soit les acheteurs ou la compagnie qui fait de l'argent après avoir vendu son or, c'est le lingot, j'imagine, qui est le produit le plus important pour tout le monde. Oui, exact. Je dirais que oui, on est arrivé, là, disons. Avec l'électrolyse, tu as le solide, l'or solide, mais qui est avec l'argent, avec d'autres impuretés qu'on appelle. OK. Donc, après ça, on va couler l'or puis sortir les lingots. Mais les lingots qui sortent des mines, c'est pas les lingots que tu vois à la télé. Non? Ouais, C'est c'est pas, quoi? Il peut pas avoir. c'est un lingot qui contient de l'or, OK. puis à peu près, je dirais, 60%, 70% de l'or, de l'argent ou, tu sais, d'autres métaux. OK. Puis, tu sais, ce que tu vois à la télé, c'est de 99,99, là, disons, dollars. Hmm. Donc, c'est là que ça, nous, on envoie dans des raffineries pour aller chercher
des lingots d'or, là, OK. des vrais lingots d'or. Donc là, il y a dans les mines modernes qu'on connaît aujourd'hui, il y a vraiment pas de mines ou très peu de mines qui vont vraiment aller jusqu'à la phase de raffinage. En général, ils vont sortir un brut de lingot d'or qui est obligé d'être raffiné plus tard, c'est ça? Oui, exact, exact, exact. Je OK. dirais que si j'ai travaillé maintenant pour 3 mines d'or, puis il y a aucune mine qui sort du produit fini, là, comme OK. des lingots d'or. OK. Quand on fait le lingot, on fait quoi? Comment qu'on le sort? Comment qu'on sort? Comment qu'on le sort de la mine? Ah oui, c'est ça, Il y a rien de ça, c'est très confidentiel. difficile. Ouais, c'est ça, je peux pas donner Si la c'est garantie. confidentiel, là, il faut pas le dire, mais quand même. Non, non, non. Si on utilise des compagnies, là, disons, qui nous aident à faire le transport en transport de l'or, puis c'est des dates là que c'est peu de monde qui le connaît, là, disons, la date de transport de l'or. Que ce Mhm. soit dans le Grand Nord où je travaille actuellement, c'est par avion qu'on le fait, ou que tu es dans un site tu sais, qui est proche de la ville, donc c'est la même chose. Dans des dates que personne ne le sait, juste peu de temps, peu de monde qui savent ça. OK. Puis les transporter, c'est à la raffinerie. Il y en a qui transportent ça aux États-Unis, il y en a ici au Canada, il y en a aussi en Suisse. Si OK. ça dépend vraiment où tu veux l'envoyer, puis ça dépend de ton contrat. Donc là, c'est vraiment la sécurité. Est-ce que on amène des gens armés? Tu sais, c'est des clichés qu'on a, hein. On se pose la question Ouais. si vraiment c'est la sécurité qui accompagne des gens ou il n'y a pas nécessairement. Oui, c'est de la sécurité, là, Ah oui. puis c'est des gens armés là qui font l'accompagnement des lingots d'or, parce que quand même, on parle des millions là qui sont transportés sur la route là où. OK. Et là, les gens qui travaillent dans ces usines-là, est-ce que vous les voyez quand ils viennent chercher ces lingots d'or-là, est-ce que vous les voyez ou c'est vraiment en cachette qu'on fait sortir ça? Je dirais, moi où je travaille actuellement dans le Nord, c'est plus parce que tu es dans l'avion, là, disons, même si tu ramasses le lingot d'or, tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire Tu vas avec. sauter avec? Puis on en a d'autres, là, donc c'est plus difficile. Donc, les gens qui vont le transporter, tu vas les connaître, là, mais aussitôt qu'ils rentrent, tu es à l'aéroport, là, Mhm. ils viennent, puis tu connais personne. Ah, Mais j'ai travaillé dans une mine, plus à côté de Rouen-Noranda. mhm. Puis là, c'est le monde qui vont venir, là, ils vont envoyer leurs photos, puis là, ils vont passer la guérite. OK. Donc ça, c'est plus, il y a- plus sécurité. Il y a pas beaucoup de monde qui vont le savoir, mais ça va venir comme, OK, ils sont venus, c'est ça leur photo, leur nom, s'assurer que c'est les bonnes personnes. Puis après ça, on va les donner les lingots. D'accord, d'accord. Non, mais merci beaucoup de nous avoir fait comprendre cette partie-là parce qu'en fait, là, on comprend, hein. Le processus, ce n'est pas de la magie au final, c'est assez simple. Tu as de la roche, tu concasses, tu fais de la poudre de roche, tu dissous, après tu mets tu fais de la cyanuration, du charbon actif, puis tu fais tes lingots. Exact. Man, tu sais, C'est on bon, a je peux besoin. travailler avec toi, Ben, là. c'est ça, t'es devenu métallurgiste, puis on peut t'embaucher dans des besoins. Mais justement, à fait là, les métallurgistes, là, c'est avant de démarrer une mine en tant que telle. À quel moment est-ce qu'on commence déjà à faire appel aux métallurgistes? Parce qu'on sait que le développement minéral, c'est une grande fenêtre. Il y a différents métiers. Il y a les géologues, les ingénieurs qui construisent les mines et ceux qui gèrent les usines de traitement. À quel moment déjà, dans le processus, on commence à avoir besoin des métallurgistes? Je peux te dire que c'est depuis le début. OK. Depuis que, tu sais, aussitôt qu'on a découvert le gisement, là, disons, du Oui. minéral en question, on a besoin des métallurgistes. Parce que on a besoin de garder une discussion étroite avec les géologues. On a besoin d'utiliser les échantillons en discutant avec les géologues, d'utiliser ces échantillons-là pour Mhm. faire des tests. OK. Puis ces tests-là, c'est eux qui vont dicter par la suite ton usine, comment tu vas Mhm. designer ton usine. Donc, c'est vraiment essentiel que le métallurgiste soit avec vous dès le début, là, avec les géologues, si on veut, Ouais. dès le début. OK, 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 d'accord. Wow. Et là, on sait que dans un de mes épisodes, là, j'avais eu un invité qui disait que on dit que la métallurgie is king or is queen. C'est comme la partie la plus importante dans un projet minier parce que en partant de quelques pourcentages de récupération, on arrive quand même à faire des millions en termes de bénéfices. Comment que vous réglez ça quand vous êtes en train de travailler? Comment que vous jonglez avec ces pourcentages de récupération? Comment ça marche? Parce qu'on sait quand on lit les rapports techniques des projets miniers qui sont en phase de développement, on voit parfois on nous dit, ah, le taux de récupération, c'est 92%,
95%, 98%. Mais on ne sait pas, ça veut dire quoi ce taux de récupération? Qu'est-ce que c'est? Ouais, une très bonne question. Donc, c'est très simple là, comme concept. C'est que tu as de la roche qui rentre. Si on suppose que, si on va parler plus de l'or, par exemple, on a, je sais pas, 1 gramme à la tonne qui vont rentrer à l'usine. Mmh. Puis, bien évidemment, puis physiquement parlant, impossible qu'on va récupérer tout ce 1 gramme-là. Donc, on va récupérer une partie. OK. Plus que tu récupères, le plus efficace que tu es, puis c'est ta récupération. Donc, Mmh. c'est facilement ce que tu perds, genre, ce que tu as rentré, moins ce qui sort, là, disons, sur ce que tu as rentré, ça te donne la récupération. OK, C'est aussi simple que ça. OK. Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que le travail qui est fait en amont, qui est signé par des professionnels qui disent qu'il y a 1 gramme à la tonne, en fait, c'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est pas C'est pas qu'est-ce qui tout sort. exact, c'est pas ça qui sort exactement. Puis juste, c'est un bon point que tu mentionnes, là, disons, pour faire une liaison avec, ta question au début, c'était comme qu'est-ce qu'on fait? C'est pour les tests qui se font au début, c'est plus à l'échelle laboratoire. Mmh. Donc on s'en va chercher la dureté, on s'en va chercher le taux de récupération potentiel, là, disons, pour cette roche-là. On va chercher, tu sais, est-ce que le potentiel générateur acide ou Mmh. non? C'est toutes ces informations-là vont t'aider à aller designer l'usine, puis OK. faire, tu sais, toutes les, te faire designer, puis choisir tous les équipements que tu en as besoin. Mmh. Puis tout ça, ça va dicter ta récupération. D'accord. Mais entre le laboratoire et l'usine, il y a toujours une différence. C'est pas toujours ce chiffre-là qui est écrit qui va être comme, parce qu'il y a d'autres, il y a plusieurs choses, des impondérables qui vont rentrer tu sais, par exemple, il y a le blend, là, genre, il y a plusieurs minerais qui viennent de plusieurs endroits que tu vas les processer, tu vas les traiter pareil. Mmh. Donc, ça va pas te donner, c'est pas comme 1 + 1 = 2. Genre, ça, c'est 92, ça, c'est 93, puis finalement, tu vas avoir 92,5. Ça se OK. passe pas comme ça. Il y a OK. beaucoup de chimie qui rentre en équation. Beaucoup de magie, tu veux dire? C'est ça. Exact. Beaucoup de magie. Parce que, on sait que parfois, on entend parler de réconciliation grade, et teneur et je ne sais pas, c'est tonnage ou des Mhm. choses comme ça. Vous dealez avec ça parce que la compagnie, en tant que telle, elle se fixe des objectifs et elle s'attend à sortir, telle once d'or. Mhm. Comment est-ce que vous arrivez à vous assurer que vous atteignez cet objectif-là? Ben, Dans un monde où on sait quand même qu'il y a, comme tu dis, il y a beaucoup de variables que vous ne maîtrisez pas nécessairement. exactement, exactement. Puis là, c'est ça, exact. Parce que c'est ça notre travail. C'est depuis que le minerai rentre dans l'usine, puis qu'il sort, c'est ça notre travail. C'est d'aller chercher le maximum de ce minéral-là, de ce métal-là, le maximum qu'on doit le récupérer. Mmh. Donc, pour nous, on doit s'assurer que les équipements qui sont en place, ils opèrent à leur optimum d'efficacité. Ils sont OK. efficients et efficaces. C'est Mmh. ça notre travail. Si c'est fait, si c'est fait, c'est qu'on va aller chercher le maximum de ce minerai, de ce minéral de valeur. OK, OK. Donc notre travail au quotidien, c'est vraiment d'aller s'assurer que les équipements vont bien, Mmh mh. d'aller essayer de trouver aussi des moyens d'aller optimiser puis, maximiser ta récupération. Donc, lorsque je dis optimiser, maximiser, parce que, tu peux maximiser, mais tu peux mettre beaucoup plus d'argent que ça sera pas utile pour ça. Ouais, Donc d'aller optimiser, c'est d'aller mettre la bonne quantité, c'est que tu en as besoin ouais. exactement pour aller récupérer ce métal-là. Puis, je dirais que dans le quotidien, c'est la job des métallurgistes. D'aller s'assurer que ça fonctionne bien, Mmh. puis d'aller trouver d'autres moyens pour optimiser ton processus, ton D'accord, process. d'accord et ça vous j'imagine aujourd'hui, hein, avec, toute la technologie qui a avancé aujourd'hui, vous avez des outils, assez sophistiqués qui permettent justement d'aller chercher justement cette optimisation-là dans les usines. Oui, exact. C'est les capteurs avancés, c'est les capteurs qui sont installés dans plusieurs endroits de l'usine. C'est là que ça va te donner des indicateurs. C'est là que tu vas construire des indicateurs de performance Mmh mh. que par la suite, tu vas aller te baser là pour pouvoir optimiser. Donc aujourd'hui, avec toutes les données qu'on acquiert là, disons, du procédé, ça nous permet d'une meilleure décision. On prend une meilleure décision. Mmh. Je pense que c'était difficile
avant parce qu'on n'a pas assez de capteurs, on n'a pas assez de données pour prendre des décisions. OK. Puis ils ont fait quand même une belle job. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est mieux positionné pour aller mieux optimiser, pour aller plus chercher de métal de valeur. De quelques pourcentages de plus, mais De qui plus. en réalité vont se refléter quand même à coup de millions Ben oui, par la suite, hein. exactement, exactement. Je dirais que je peux partager, si je travaillais, comme j'ai dit au début, avec Nirstar Langlois, puis Mhm, c'était plus la flotation de cuivre et de zinc. Le projet qu'on avait, c'était d'aller optimiser la récupération au niveau du cuivre, puis les métaux qui viennent avec. Parce qu'on flotte le cuivre, mais mhm. le concentré de cuivre, il contient de l'argent, il contient de l'or. Mais juste un changement de collecteur, un changement de réactif, il nous a aidé d'aller chercher plus de Oui, récupération, d'à peu près, si je me rappelle bien, de 1,5, je pense 1 à 1,5%. Puis ça, c'est des millions, là. Tu sais, on parle wow. pas des milliers, là, on parle des millions. Juste un changement de collecteur avec des tests qui ont été faits au laboratoire, des tests qui ont été faits à l'usine. Puis c'est ça ce que nous a donné. Donc c'était un succès. Puis parfois, c'est plus, tu sais, dans l'or, par exemple, où j'ai commencé à Meadowbank, c'est le projet était en place, ça a été acheté, c'est parce que toi, tu veux extraire de l'or. Mhm, Le plus de temps de résidence que tu rajoutes à ton matériel qui passe dans ton usine, mhm. le plus tu vas récupérer. Mais bien évidemment, tu vas pas avoir une durée infinie parce que Ouais, c'est ça sûr, va coûter trop c'est cher. sûr. C'était l'installation d'un autre réacteur de plus. Ça nous a aidé aussi à aller chercher plus d'or. Puis, en bout de ligne, c'est des millions. Lorsque je dis 1%, puis nous, on produit de l'or de l'ordre de 500 000 onces. Ah, Puis ouais, ok. lorsqu'on dit c'est 5 000 onces, là, Ouais, juste règle du pouce, donc 5 000 onces fois le prix de le l'or prix de l'or aujourd'hui, aujourd'hui, je ouais. te laisse calculer, je te laisse calculer ça. Non, c'est bon, on va laisser les gens calculer. Ils vont se faire une idée, mais ça montre vraiment comment que là on est dans le détail là. C'est qu'on parle de quelques pourcentages. Des fois c'est des 0,5 à 1%, mais vraiment la répercussion c'est à coup de millions. Ça montre que c'est ces gens qui travaillent hein, dans ces usines là, en fait c'est eux qui apportent l'argent en réalité. Mais maintenant tu nous expliques un peu justement comment vous arrivez à bien évidemment à créer de la valeur pour les entreprises. En tant que métallurgiste, c'est quoi le plus grand défi que vous avez en tant que métallurgiste au travail? Euh, Quand tu travailles, c'est quoi le plus challengeant qui peut arriver en tant que mais professionnel? c'est plus, je dirais que tout est challengeant là, disons. Ah oui, OK. Commençons de la santé sécurité parce que c'est moi comme gestionnaire aujourd'hui, j'étais métallurgiste, mais je veux m'assurer que mes employés tu travaillent sécuritairement, Mmh. que ce qu'ils font est sécuritaire là, disons. Donc ça, c'est le plus gros challenge, là, que ces gens-là qui arrivent à l'usine chaque jour, ils vont rentrer sains et saufs pour leur Mmh. famille. Ça, c'est le premier challenge. Puis, en même temps, on parle aussi de l'environnement parce que si tu m'as pas posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec le cyanure, là, disons, qui est un produit qui est un produit Dangereux, mortel, là, ouais, c'est disons, on ça. parle d'un produit mortel, qu'est-ce qu'on fait avec? Mmh. Il y a aussi un procédé qu'on va passer ce cyanure-là, on va le détruire pour on décharge de l'eau dans la nature qu'il va pas nuire à la nature. Mmh, Donc, d'accord. le challenge, c'est santé sécurité, puis environnemental, puis aussi, on parle aussi, on est là pour faire de l'argent. Oui. Donc, le challenge de maintenir ta récupération, de maintenir, de faire le bon tonnage. Je Mmh. dirais que c'est pas juste le métallurgiste, c'est tout le monde qui travaille dans l'usine. Il y a un impact d'une façon ou d'une autre. Mmh. Si je parle des mécaniciens, des opérateurs qui sont là, tu sais, de tout le monde qui travaille dans l'usine. Les métallurgistes font partie de ça. Tu sais, je veux pas prendre tout le crédit là dans une usine. C'est pas les métallurgistes, c'est tout le monde qui travaille dans l'usine. Donc c'est ça, c'est le challenge. Je dirais que c'est le même challenge dans n'importe quel autre Process. secteur, la Ouais. raison. Ouais. Donc c'est ça. D'accord, d'accord. Donc le challenge, il est partout, on le comprend, que ça soit l'usine et ainsi que les autres métiers qui gravitent aux alentours. Dans une usine de taille moyenne pour une mine moderne, c'est à peu près combien d'employés? Je dirais c'est autour de 500, 600 employés, Ah emplois oui, directs. OK. Puis, tu sais, indirect, là, ça peut aller plus parce que, si on fait affaire dans
dans des arrêts majeurs de l'usine, là, on fait affaire à des contracteurs, OK. même au journalier où je travaille aujourd'hui, on fait affaire avec les contracteurs, on fait la location de la main-d'œuvre, on fait la location des mécaniciens, des opérateurs. Donc, je dirais que c'est de l'ordre de plus 500, là, disons 500 C'est employés. vraiment impressionnant, plus de 500 employés dans une usine. Comment gérer tout ça? Pas usine, mais je parle de la Ah, mine, de toute la mine. toute la OK. mine, Mais mais dans pour l'usine, l'usine, on parle plus que centaines de personnes, là, OK, une centaine de personnes. autour de centaines de Mais personnes. même ça, c'est quand même gros. Et comment tu gères 100 personnes avec tout un process, avec, en tant que gestionnaire, comment tu arrives à matcher les attentes de tes employés versus les attentes de ta compagnie versus tes propres attentes aussi et toutes les autres externalités? Comment tu joues dedans? C'est une très bonne question, puis très profonde cette question-là, parce que je vais te partager honnêtement, parce que tu sais aujourd'hui, moi comme assistant surintendant, Oui. comme toute l'usine, je parle de département le laboratoire, les opérations, l'opération, la maintenance, la métallurgie notamment. Donc, tu sais, on a beaucoup de monde qui, tu sais, que tu travailles avec chaque jour. Mhm. Puis, c'est l'idée que tous ces gens-là s'alignent vers la même objectif, C'est ça. même cible commune, là, comme qu'on appelle. C'est quand même, c'est un défi chaque jour. Je dirais que ça, je dirais que moi, je travaille avec mon surintendant, là, mais c'est quand même, c'est le travail d'un leader. Mm. Donc, c'est comme définition, c'est une personne qui est capable d'aider ces gens-là à grandir, Mhm. une personne qui est capable de minimiser le stress de ses employés, d'assurer d'assurer un bon climat de travail. Oui. Donc, il faut avoir ces qualités-là. Mais je veux pas parler de moi-même, mais je vais dire, je vais m'inspirer parce que pour moi, c'était toujours cette question-là depuis que j'étais métallurgiste junior jusqu'à ce que où je suis aujourd'hui. Mhm. J'ai tout le temps posé cette question-là. C'est quoi le profil idéal pour que, tu sais, d'un surintendant qui va gérer du monde, puis que, tu sais, c'est quoi le profil, genre, que je peux OK, bâtir? oui. Tu sais, on a vu des cours, on a eu, mais pour moi, je vais te partager ma vision de ça. Oui, Pour moi, s'il te plaît. c'était au début, c'était Jean-Marc qui était un gars qui était très éloquent. C'est pour moi, un surintendant d'usine, c'est un bon communicateur. Puis OK, après ça, un Marc-André qui était comme une personne qui était visionnaire, là, qui sait où il s'en va. OK, Puis après ça a changé, là, disons, parce que c'était Stéphane qui était une personne non, honnêtement, c'est une personne qui me fait confiance. OK. Puis ça grandit, je travaille avec un Guillaume qui me donne plus de liberté, qui me fait confiance, qui me donne de la visibilité. Je parle un Martin qui était visionnaire, mais était en même temps, il te fait confiance, il t'aide à grandir. Donc, je dirais que il faut avoir un mix de toutes, là, disons, de ces Oui. gens-là, je dirais, pour bien gérer ton usine. Il Mmh, n'y a mmh pas mh. vraiment un profil bien défini que ça, c'est un bon gestionnaire, ça, c'est un mauvais gestionnaire. Mmh. Donc, Donc en fait, ce que tu dis là, si je peux le résumer, c'est que ça prend vraiment un travail d'équipe et une exact. équipe très qualifiée qui fonctionne en harmonie pour arriver à atteindre les objectifs. C'est Sinon, ça marchera pas là. c'est exactement ça. Parce qu'il faut que ces usines-là, faut que tout soit synchronisé, il faut que tout le monde marche avec le bon timing ensemble et arriver à ça, il faudrait vraiment que, justement, comme tu le dis, un bon et fort leadership. Et comme tu l'expliques, ce leadership-là, bien évidemment, c'est la contribution des uns et des autres en tant que gestionnaire qui permet d'arriver à cela. Mais c'est vraiment impressionnant ce que tu nous fais découvrir parce que bon, pour nous, une usine, on fait rentrer la roche et puis on la sort de l'autre côté et puis on a des lingots. C'est ça. C'est aussi simple que ça, je crois. Oui, non, non, c'est bon. Et maintenant, une fois que on arrive à avoir des équipes comme ça et qui fonctionnent très bien, par moment, bien évidemment, ça peut arriver que vous soyez dans des situations très, très difficiles. Par exemple, le Covid est arrivé. Il fallait faire dans certains cas, on a fait des shutdowns. Comment ça marche? Quand vous faites face à ça ou quand vous êtes en tant que gestionnaire, tu es amené à réduire la taille de tes équipes, par exemple. C'est ton monde. Tu les as formés, tu les as vus grandir. Puis maintenant, un défi arrive comme le Covid, et cetera. Tu es obligé de couper dedans. Comment, en tant que gestionnaire, tu gères ça? Ben, je pense que, tu sais, pour moi,
j'étais chanceux là, que durant le COVID, je gérais pas de monde, donc c'était plus facile en ce moment-là. C'est le seul défi qu'on travaillait vraiment à distance, puis de gérer une usine ou de travailler, de trouver parce que les compagnies que je travaille la compagnie que je travaillais avec, Mhm. elle nous a gardés là, puis c'est juste dans ce temps-là, on faisait d'autres choses, donc c'était le défi de trouver de la job pour tes gens, puis de les garder occupés Ouais. dans toute cette incertitude-là. Mais je vais parler d'une manière générale. Tu sais, tu dis ça, mais c'est la même chose. C'est que comment un gestionnaire, lorsqu'il faut, euh, lorsqu'il vient, c'est parce que c'est beau, et c'est un gestionnaire qui gère du monde, ça paraît beau, mais lorsqu'on parle de discipline, lorsqu'on parle de rencontrer le monde pour aligner des choses, c'est quand même Ouais. moins le fun, là, disons, pour Ouais. la plupart des gestionnaires. Mais je pense, c'est pour moi, lorsque tu as décidé de prendre cette position-là, tu sais que ça vient avec une responsabilité, puis ces décisions-là, c'est eux qui vont dicter par la suite comment les choses vont fonctionner dans ton usine. Mm. Donc, je dirais que c'est pas le fun de mettre fin à des emplois, même si tu parles d'une force majeure, là, comme le COVID, mais je parle d'une manière générale. Parfois, il y a des mesures disciplinaires qui peuvent mener à licencier du monde Ouais. ou à les congédier. Je sais que c'est pas le fun, mais parfois, c'est essentiel Mhm. pour garder la discipline, c'est essentiel pour être équitable avec tout le monde, c'est essentiel pour faire respecter la loi. C'est pour moi, je dirais que c'est toujours ma dernière, mon dernier recours là d'aller couper du monde parce que si je suis un gars, tu sais, qui quand même qui développe des affinités avec le monde qui travaille, là, Mhm. je suis pas la personne, je suis pas une personne qui va rentrer qui va être professionnel, qui va pas parler, qui va juste parler de job. Je suis une personne qui va partager c'est son quotidien avec le monde qui travaille. C'est on bâtit avec le temps comme le concept d'une famille là, au sein d'une entreprise. Donc si tu travailles avec ces gens-là, plus que tu restes chez toi. Mhm. Mais après ça, lorsque ça vient de prendre des décisions, t'as pas le choix. Parce que parce que ça va arriver des occasions, on se le cache pas, ça va arriver des occasions où tu dois mettre fin à un contrat pour une personne pour une raison disciplinaire. Tu peux pas, il y a une loi, il y a un livre là, que tu vas te conformer. Ouais. Donc tout ça, si c'est essentiel, je dirais que ça fait partie ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre travail. Mhm. C'est vraiment bien de nous avoir partagé ta vision justement de ces questions-là. Je t'ai posé la question parce que justement, je sais que dans beaucoup de domaines de l'industrie minière, là, dans beaucoup de secteurs, cela arrive. Ça fait partie de notre industrie. Faut Ben faire oui, ben oui. avec. Faut faire Certainement. avec. Puis toi, tu parles force majeure, mais je parle même moi, pour moi, je pense que tout le monde mérite une deuxième chance. Mhm. Puis, si tu parles de force majeure, ça, si on n'a pas le choix là, de le faire, mais je parle même dans la vraie vie, je fais appel juste à tout le monde, comme, c'est parfois, on fait pénaliser les gens juste la première erreur. Là, pour moi, je donne toujours une deuxième, Mhm. puis je pousse pour que la personne s'améliore. Finalement, ça revient à lui. Donc c'est plus mon école, là, disons, je sais pas si tout le monde le fait, mais pour moi, tu as toujours une deuxième chance, puis il faut que tu le prouves, là, que tu le mérites. Bon, là, les amis qui nous regardent et qui nous écoutent, là, on sent le leader qui est en train de parler, hein. Le leader en lui qui est en train de s'exprimer. Non, c'est Les pas vrai. C'est gestionnaires, plus une partie et personnalité, c'est là. le gestionnaire qui est proche de son monde et qui s'assure que son monde est quand même est bien et pour pouvoir les mettre dans les conditions pour faire correctement leur travail, c'est aussi ça qui est recherché aujourd'hui. Euh, en allant dans ce sens-là, tout à l'heure, tu parlais de la manière dont tu nous l'expliquais, c'est que euh, le monde avec lequel tu travailles devient quasiment comme une deuxième famille aussi. On sait que notre industrie est une industrie qui demande parfois à être absent aussi de la maison. Là, je vais te poser une question un peu personnelle, mais j'ai l'habitude de poser des questions comme ça dans cette émission-là. Comment on gère ça, justement, quand on a une famille, des enfants, en étant appelé à parfois être absent? C'est vrai qu'il y a le devoir du travail, il y a cette responsabilité-là, mais d'un autre côté, il faut balancer. Donc, en tant que gestionnaire aussi, on est aussi gestionnaire de famille. Exact, exact. Je dirais que oui, surtout, tu sais, aujourd'hui, je parle de moi-même, là, tu sais, comme tu as parlé du personnel, je vais partager aussi mon expérience. Tu sais, quelqu'un qui habite en Abitibi, puis il travaille en Nunavut, donc il a à s'absenter des jours et des jours là, de la maison. Mm. Je dirais dans mon cas,
si c'est pas parce qu'elle est avec nous, là, disons, la femme, c'est ma femme, mais j'ai du grand support, là. J'ai jamais senti euh, que mon absence était, il impactait gros la famille. Elle était là, tu sais, elle me supportait. Mm. Donc, je dirais que chacun a sa réalité, mais dans mon cas, je suis bien supporté. Mm. Je dirais que, aussi, c'est pour rendre hommage aussi à la compagnie où je travaille, ça nous donne plein de flexibilité, là, disons, pour aller D'accord. s'occuper plus de la famille. Donc, je dirais c'est un mix des deux. Tu sais, il y a la compagnie qui va t'aider à aller pallier à ça, puis aussi, c'est la famille, ta famille en tant que telle qui comprend ça, Mm. qui comprend la réalité aussitôt s'ils savent déjà qu'on travaille dans ce domaine-là, puis on est, tu sais, on peut être en voyage, là, disons, la plupart du temps. Donc, Ouais. donc je dirais c'est un mix des deux. D'accord. D'accord. C'est un mix des deux. Faiz, maintenant, tu sais, dans cette émission-là, nous visons bien évidemment aussi à faire découvrir notre métier aux plus jeunes. Donc, que ce soit des gens qui sont pas encore dans l'industrie, mais qui souhaitent aller vers ce métier-là ou ce métier-là, ou ceux qui sont déjà dedans, mais qui se posent encore des questions. Dans ce sens-là, toi, en tant que spécialiste de métallurgie, quelles sont, selon toi, les trois compétences essentielles si tu as un jeune devant toi et quelles OK. sont les trois choses essentielles que tu peux lui dire comme concept s'il veut devenir un excellent métallurgiste? D'abord, toi, pourquoi tu me dis trois, là, disons, s'il y Ouais, en a plus, là, ça se peut qu'il y ok, en a. 5. Non, mais je vais être honnête avec le monde, Non, là. tu peux aller jusqu'à 5 là. Vraiment des éléments clés que tu penses que il Bon, faut. honnêtement, tu sais, tu sais, pour moi, tu sais, tout le monde parle des études, là. Tu sais, une personne qui a déjà fait beaucoup d'études, c'est pas les études seulement. Je dirais comme n'importe quel métier, il faut d'abord que tu aimes, disons, tu aimes ce que tu vas faire là, disons. Mhm. Donc plus d'avoir le dedication, c'est d'être dédié à ce que tu vas faire. Mm. Le reste va venir. J'ai tout le temps, lorsque je passe mon entrevue avec les gens, le monde regarde, c'est quoi ses études, c'est quoi son expérience. Pour moi, tu sais, j'ai vraiment, tu sais, on voit bien évidemment le CV, mais ce qui va dicter, tu sais, l'outcome de l'interview avec Mhm. la personne, c'est plus, c'est l'âme, là, c'est l'énergie qui va passer. Donc, c'est sa passion de ce Ouais, qu'il veut faire, là, disons, ouais, c'est pas les diplômes. ouais. Donc, pour répondre à ta question, pour les jeunes, là, qui vont commencer, je dirais que, bien évidemment, tu sais, les études vont aider, puis ils vont t'aider tu sais, à rentrer dans le poste. Mais je dirais qu'il y a des choses qui viennent avec. Si t'aimes pas ça, tu n'importe quel métier, là, il faut Ouais, pas que tu ouais, gaspilles ouais, du temps absolument. pour continuer dans ce que tu fais. Donc, tu sais, qu'ils aiment ce qu'ils font. L'autre chose, tu sais, au même temps, ce que j'ai remarqué, tu sais, le monde, ils font des formations pour aller travailler dans le domaine qu'ils veulent, mais parfois, ils oublient de s'outiller d'autres choses. Mhm. Si je dirais que moi, ce que j'ai remarqué là, au fil des années, ce qui m'a aidé même, tu sais, lorsque j'ai commencé ma carrière, j'étais métallurgiste, puis je me suis posé la question, il y en a tellement de métallurgistes, c'est quoi qui va me distinguer d'un OK. métallurgiste? Ouais. Puis comme tu le sais, on a eu ça à l'école, l'avantage compétitif. Comment que je peux aller chercher un avantage compétitif? Puis moi, par exemple, c'est ça ce que je recommande aux jeunes, je parle de moi-même, j'étais allé chercher des cours de gestion de projet, Mm. d'amélioration continue, des cours c'est comme diversifier mon Mm. portfolio. Mm. Puis je faisais dans ce temps-là, je faisais du VBA de programming. Je parle pas aujourd'hui, c'est plus Mhm. facile avec les outils d'intelligence Ouais. artificielle. Mais dans ce temps-là, de faire la programmation VBA, puis de faire, tu sais, d'être habile en Excel, ça m'a permis de se distinguer des autres métallurgistes. Donc, ce que je recommande, à part ta formation de base, Mhm. c'est aller chercher d'autres compétences, que OK. ce soit c'est des soft skills ou des skills de même là des autres. Donc D'accord. c'est ça ce qui m'a aidé honnêtement à être aussi d'avancer dans mon domaine puis de se distinguer des autres. D'accord, d'accord. Ben, j'espère que vous avez bien compris son message, hein. Il faut être capable d'être polyvalent, d'être ouvert à apprendre aussi. Au fur et à mesure qu'on grandit professionnellement, il faut aller s'outiller parce qu'aujourd'hui, la technologie avance, tout avance trop vite, donc il faut avancer aussi avec ça. En fait, on s'achemine vers la fin de cette émission déjà. Ah, c'est C'est passé très vite. oui, très vite là, je passe en plus. J'aurais peut-être
une ou deux questions à te poser avant qu'on termine. La première, ça va être, est-ce que tu as eu dans tes activités professionnelles à faire face à, je ne sais pas, un défi majeur dans ton usine où tu t'es dit, waouh, aujourd'hui ça a été une journée catastrophique. Je dirais Vraiment. que chaque jour, là, c'est une journée catastrophique, là, mais tu fais La pas, plus, celle qui a été le top, là, si ça te passe à l'esprit. Sinon, on passera à la prochaine question, mais c'est juste pour savoir non, si tu as, je vais te partager, si là, tu sais, t'as une histoire à nous partager dans ce sens-là. j'en ai eu en masse, là, mais tu sais, je dirais que, par exemple, j'ai travaillé dans une compagnie où on avait à licencier autour de 70% Ah ouais, quand même. puis ça, on le sait, là, disons, dans l'industrie minière, ça fait partie des défis, là, disons, de l'industrie minière, là, disons, parce qu'on sait qu'une mine, elle a une durée de vie. Mhm. Puis, il y a des défis qui, lorsqu'ils se présentent, là, t'as pas le choix. C'est pour garder l'opération, il faut que tu fais ce genre de décision. Je dirais que c'était le plus grand défi de ma vie. C'était pas parce que j'étais coupé, mais lorsque j'ai vu du monde quitter, du monde que j'ai travaillé avec, quitter avec l'agent de sécurité. Ça, c'est la plus, je pense, que c'était marquante dans ma vie. Euh, Mhm. ça, c'est vraiment l'extrême, là, lorsqu'on parle d'extrême. Ouais. Mais dans mon travail, je dirais que, je t'ai dit que chaque jour, là, on passe des moments difficiles. C'est dans le sens que si tu veux que ton usine fonctionne à 100%, tu veux que faire ton budget, tu veux gérer ton budget, ça fait partie des défis. Puis je te dirais, un mois pas comme les autres. Il y a des mois où il y avait des défis dans l'opération, il y avait des défis dans la récupération. Donc c'est là que je dirais que tu carbures là, puis tu veux comprendre pourquoi, puis tirer des leçons. Donc je te dirais que ça c'est ça. Donc il y a le quotidien, puis on a ça, c'est ce que je t'ai partagé, c'était la majeure dans ma carrière. Wow. Donc, on voit vraiment que c'est un métier que constamment, je vais le dire comme ça, constamment, ils sont stressés. Non, c'est pas vrai, Youssef. Mais tu sais, c'est comme n'importe quel. Tous les jours, ils sont stressés, ils sont sous pression. Bien sûr, moi, je le comprends. Hein, quand tu es enfermé dans une usine où tout marche très vite et ça va trop vite, donc il faut rester sous alerte. Il faut rester vif, donc il faut être prêt à réagir aussi vite. Donc c'est pas un endroit où, pour les personnes, hein, je pose la question comme ça parce que certaines personnes n'ont jamais été dans une usine, mais ils veulent faire de la métallurgie. Donc en connaissant un peu plus en profondeur à quoi s'attendre vraiment. Donc, c'est un métier aussi où il faut être prêt à vivre sous pression, avec du stress, un peu plus que la normale, on va dire. Non, t'exagères là, mais je dirais que c'est dans n'importe quel métier, mais c'est normal, c'est pour les mines, tu le sais, là, disons, t'as une durée de vie, là, disons, qui est bien dictée. C'est sûr que ça va se prolonger, là, dépendamment de ce qui va se présenter dans le futur, c'est dans le futur, là, mais ça fait partie du quotidien. Puis je dirais que c'est plus, oui, on est plus, exposé là disons mais je dirais que c'est on a toujours le fun surtout pour une personne qui adore ce qu'il fait, on a toujours là chaque jour c'est un plaisir là disons oui il y a du stress que tu sais, je pense pas qu'il y a un travail dans le monde qui a pas de stress là, disons relié avec mais je dirais que si tu aimes ce que tu fais tu vas pas le sentir là. OK, OK. Il faut aimer qu'est-ce qu'on fait, c'est pas mal ce qui va clore notre émission, mais j'ai encore une ou deux questions. En fait. Vas-y. La première, ça va être, c'est probablement des questions que beaucoup de gens comme moi se posent hein, dans l'usine. Une fois que euh, les gens se posent la question, ah, ils font de l'or, mais comment est-ce que ça se fait qu'on ne vole pas l'or? Il y a des il y a des clichés comme ça qui existent. Est-ce que tu peux nous dire des choses là-dessus? Quelles sont les mesures qui sont prises dans une usine pour s'assurer que les gens ne mettent pas? Moi, je rencontre des gens dans la rue et parfois, quand je leur dis je travaille dans le domaine minier, faites quoi? Tu travailles dans l'or? Ah, comment vous faites pour les gens qui vont mettre de l'or dans la poche, qui vont partir avec? Est-ce que c'est, est-ce que c'est une réalité ou c'est juste une image que les gens se font? Non, c'est une réalité là puis les mesures Ah, il y a vraiment des gens qui en prennent? il y a non je veux dire il y a un risque là tu sais Ah, ok, il y a un vrai risque. je peux te partager, j'ai oublié c'est quoi le mot là disons, mais il y a un genre de phénomène qui se passe. Il y en a du monde que lorsqu'ils voient de l'or, Oui. il y a quelque chose qui arrive là dans leur corps. J'ai oublié c'est quoi il y a un terme là. Ils deviennent kleptomanes. Je sais pas là Ça, c'est quoi le terme. les kleptomanes, c'est ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de voler.
Je sais pas, mais il y en a du monde, puis il y en a des agents. Moi, je travaillais avec des, tu sais, nous, on avoue que les agents de sécurité, c'est des anciens policiers qui nous ont partagé des choses de même, là, disons, Ah ouais. lui, il a rentré dans une pièce, puis lorsqu'on est sorti là, il y a une personne qui, lui, comme tu vois clairement que c'est pas la même personne. Il a Ah oui. changé, oui, c'est ça. Puis ils l'ont fait sorti. Mais je dirais que il y a ce qu'on appelle, il y a des mesures pour la sécurité aurifère. Là, on met en Mhm. place des mesures pour que on empêche, tu sais, la nature humaine, là, tu sais, il y en a du monde, si tu vois de l'or, il y en a qui vont pas s'empêcher de le prendre. Mais je dirais qu'on a des caméras, tu peux pas rentrer, il y a des mesures comme tu peux pas rentrer dans une raffinerie seul, il faut que tu sois Mhm. accompagné avec un agent de sécurité. Il y a plusieurs choses, il y a, tu sais, tout ce qui sort, il va être mesuré, va être pesé, ça calculé, il est dans le bilan, il est dans les cahiers, donc vraiment les chances, même, tu sais, le petit échantillon qu'on envoie au laboratoire Mhm. est mesuré et calculé dans les livres. Donc, les chances pour qu'on vole aujourd'hui, au moins, j'ai pas assisté, c'est dans le passé, mais pour qu'on vole aujourd'hui, les chances sont très, 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 très minimes. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Afed, d'avoir fait tout ce tour d'horizon avec nous. Moi, je retiens une chose que tu n'as pas dite, mais que je le déduis et je vais dire que c'est toi qui l'as dit, c'est que l'or, ça rend fou finalement. Parce que J'avoue, mais j'aimerais, Youssef, avant de finir, là, tu sais, j'aimerais juste passer un message. oui, Tu sais, tantôt, tu disais, c'est juste un message parce que je pense que j'aurai jamais une autre occasion là pour lui dire, mais c'est en se basant sur mon expérience. Euh, je dirais que, tu sais, je me suis adressé à tout le monde, tu sais, d'aimer ce qu'on fait, parce que finalement, il y a une je pense qu'il y a une quotation qui dit, si tu aimes ce que tu fais, t'as pas à travailler, là, disons, donc mm, tu vas exercer ta passion chaque jour, mais veillez sur votre santé mentale. Moi, tu sais, dans ma carrière, je savais pas que la santé mentale était aussi, je l'ai réalisé un peu plus tôt dans ma carrière, mais tu sais, le stress, il peut, détruire la personne, puis n'importe quel travail, là, c'est pas juste les mines. Donc, veille sur ta santé mentale. Le travail, il fait partie de notre quotidien, mais fais attention à ta santé. Moi, je vais partager vite fait, là, comme j'ai vécu des situations de stress, là, qui étaient interminables, puis, j'ai eu du psoriasis. Je sais pas si je le prononce correctement, ok, mais c'est plus c'est comme, c'est inflammatoire là au niveau ok, de peau. ok. Puis je savais ils disent que c'était chronique, mais finalement, aussitôt que j'ai quitté mon travail, Le travail stressant. c'est ça, et il y en a plus. Puis j'ai Ah, pas vécu ça depuis des années. Donc je waouh, dirais que c'est pour ça, j'ai dit ça sera ça sera cette plateforme-là au moins, tu sais, de passer le message. oui, Lorsque vous sentez que, vous n'êtes pas dans votre endroit, vous êtes pas dans le bon endroit, vous êtes pas, apprécié, vous êtes pas valorisé, tu sais, cherchez d'autres emplois. oui. Ça mérite pas de gaspiller, ton effort, de gaspiller ta santé, là, disons pour ça. Waouh. Ça, c'est le meilleur des partages que j'ai eu à date dans mon épisode, dans mon émission. C'est vraiment deep, c'est profond et c'est beaucoup d'enseignements dedans. Moi, je prends de ça une grosse leçon pour ma part parce que on est dans un monde où ça va trop vite, c'est dynamique et parfois on oublie de prendre soin de soi-même. Pensons à notre santé mentale. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à réfléchir là-dessus. Je te promets. Arrête. Je vais commencer à réfléchir là-dessus. Là, c'est spa, là, c'est, tu vois, tranquille, Comme tu veux. relaxé. Oui. Ouais, c'est ça, exact. Merci beaucoup, Afet. Merci, Merci. merci vraiment pour ce précieux moment qu'on a passé ensemble et d'avoir fait le tour d'horizon hein, pour tout ce qui est du métier de la métallurgie, mais surtout tous ces partages vraiment qui sont essentiels. J'espère que les gens vont apprendre beaucoup de toutes ces leçons-là que tu as partagées avec nous. Je Merci. te serre la main parce Merci que beaucoup. bon, c'est votre émission. On arrive à la fin. Mining Leaders. Continuez à nous suivre sur LinkedIn, sur YouTube, sur Apple Podcasts, Spotify. Toujours, on est là pour pouvoir vous faire découvrir des beaux profils, des gens comme Afed qui viennent parler de leur métier et pour pouvoir justement inspirer les plus jeunes. Alors, on va se dire à la prochaine et merci beaucoup.